Mes voeux les meilleurs à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à la radio du groupe, la radio-télévision du groupe L'Avenir. En tout cas, vous êtes nombreux à poursuivre ou à suivre cette émission mise au point, au moins le premier numéro pour l'année 2013. Nous sommes dans la joie donc de vous retrouver dans le cadre de votre magazine politique. Actualité politique oblige, nous allons parler donc dans ce numéro donc des négociations au niveau des Kampala, concertation, négociation ou révisitation de l'accord du 23 mars. Il en sera question donc dans cette émission. Nous allons également parler des faits majeurs sur le plan politique en 2012. Avec sur ce plateau notre invité, donc le tout premier pour l'année 2013, Papi Tamba, membre du PPRD. Bonsoir, monsieur Papi. Bonsoir, monsieur Bouba. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de mise au point. C'est à moi de vous remercier pour l'honneur que vous me faites d'être le premier invité de l'année 2013. Une année qui sera marquée, bien entendu, par des victoires du peuple congolais. J'ai bien dit des victoires, non pas une victoire. Par des victoires du peuple congolais sur quel plan? Du peuple congolais sur tous les plans. Sur le plan sécuritaire, nous savons que cette année, nous devons mettre un terme définitif à ces désordres qui règnent à l'Est et que notre pays puisse prendre de l'envol. Les peuples congolais ne méritent pas autre chose que ça. Et c'est aussi l'occasion pour vous souhaiter mes vœux de bonheur, comme je pense les souhaiter à l'ensemble du peuple congolais. Merci beaucoup, monsieur Papi Tamba. Nous nous retrouvons évidemment pour parler politique. Année 2012 s'est achevée, nous sommes maintenant en 2013. Pour parler politique, quels sont selon vous les faits majeurs qui vous ont marqué pendant l'année 2012? Pendant l'année 2012, plutôt, c'est le plan politique. Comme vous avez dit que nous parlons politique, plusieurs faits. Mais je pourrais les circonscrire ou pour ne pas m'étendre sur plusieurs choses, je pourrais parler d'un fait que je considère comme étant majeur, c'est l'organisation du sommet de la francophonie. Si je dois considérer les péripéties, si je dois considérer les petites attaques qui étaient inutiles à la fin, et considérer l'événement en lui-même, la portée de cet événement, c'est que cela a pu apporter aussi à notre pays l'engagement qui a été celui du chef de l'État, qui n'a pas cédé à un certain nombre de choses. Moi, je dirais que le peuple congolais a une fois de plus franchi un pas pour montrer que nous sommes une forte nation qui peut accueillir d'autres chefs d'État ainsi que des chefs de gouvernement pour que leur sécurité soit assurée et que nous puissions leur offrir l'hospitalité digne à la congolaise. Donc c'était un fait qui ne pourrait pas passer sous silence en 2012. Et à part l'organisation de la francophonie, donc vous pouvez dire de manière générale que sur le plan politique, vous avez quelque peu ou vous avez été satisfait des actions menées par les hommes politiques congolais, surtout en ce qui concerne la recherche de la paix. Non, mais je sais, je dis que il y avait ces faits-là, parce que ça veut dire, si je parle de ces faits-là, je les considère comme étant un fait marquant. Mais c'est clair qu'à côté, il y a plusieurs autres événements. Je dois me satisfaire ici de savoir que bon, nous sommes encore en train de connaître cette douleur-là qui nous est imposée par un mouvement qui s'appelle M23 avec ses parents qui s'avèrent être les Rwandais. Mais les jours, je vous les cache pas, les jours que Goma est tombé, ça ne voudra pas dire que la population de Sake et d'autres coins, c'est que cette population-là ne représente rien aux yeux de l'humble Papi Tamba. Non. Mais Goma était devenu plus symbolique. Et la preuve, c'est que toute la presse internationale s'est déchaînée et a déversé ce que nous considérions plus comme de l'information, mais comme étant de la haine. Contre quoi, nous ne le savons pas. Et nous savons tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, pour essayer de bousculer davantage les Congolais, parce que je ne considère pas ça comme étant l'affaire du pouvoir de Kabila, comme étant une affaire des Congolais. Ces jours-là, c'était une grande douleur. Et nous avons pu assister pendant au moins plus d'une semaine à la cruauté des gens qui ont commis des actes ignobles sur notre territoire à Goma. Ce n'est pas glorieux de notre part de pouvoir les répéter, quand des gens peuvent aller piller même une morgue. Et ce qui était frustrant en plus, c'est que ces gens-là qui pouvaient piller des morgues s'érigeaient en donneurs de leçons au gouvernement congolais. Et ils semblaient trouver sur le plan interne une sorte de jonction, c'est-à-dire des gens qui étaient capables de les faire les lits. C'est ce qui a fait à qui a même fait dire à Mme Colette Brackman que les M23
n'ont pas de leçons de morale à donner au gouvernement congolais. Donner des leçons de morale au gouvernement congolais après ce qu'ils ont fait, c'est comme si c'était Marc Editrou qui donnait des leçons de morale à l'UNICEF. Les propos sont de Mme Colette Brackman. Le chef de l'État a pris son courage, il a parlé, il a assumé les faits et il nous a dit qu'on nous impose une guerre régiste, nous devons résister. Il a pris l'avion, il est parti rencontrer ses homologues dans les cadres d'échange et il nous a ramené que les M23 quittent Goma sans qu'il puisse y avoir crépitement de balles. Là, ça a redonné de l'espoir. Ça a redonné de l'espoir pour dire qu'écoutez, lorsqu'une rébellion qui occupe une ville régulièrement, qui pouvait être repoussée autrement militairement, mais qui est sommée de quitter et qui quitte, c'est déjà une victoire diplomatique. Et nous devons maintenant apprendre à capitaliser ce genre de choses. C'est pourquoi je dis que 2013 sera pour les Congolais l'année des victoires. Voilà, vous avez parlé donc des acquis diplomatiques en 2012, donc des avancées sur le plan diplomatique. Nous avons réalisé un document sur les activités menées par le chef de l'État pour justement rechercher la paix dans son pays en 2012. Et nous allons demander à la régie de nous balancer ce reportage ou cet élément de rétro avant de poursuivre l'émission. 2012, année d'entame d'un nouveau quinquennat par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Au terme des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011, le vainqueur de la présidentielle, Joseph Kabila, a prêté serment le 20 janvier 2012, obtenant ainsi le quitus ou la licence d'asseoir sa politique centrée sur la révolution de la modernité. Il est question pour lui de faire de la République démocratique du Congo un État émergent à l'horizon 2030, tout en posant des jalons dès son mandat. Le projet ambitieux doit être concrétisé par le gouvernement Matata. Mais à peine installé, le pays est voué à une guerre dans la province du Nord Kivu, menée par les rebelles M23. Désormais, meurtres, assassinats, viols, enlèvements, pillages se conjuguent au quotidien en République démocratique du Congo. Dès lors, la priorité du pays et du chef de l'État devient la défense de l'intégrité territoriale, la préservation de l'unité et la cohésion nationale. Face à cette nouvelle donne, le chef de l'État a déployé 3 fronts, à savoir diplomatique, politique et militaire. Sur le plan diplomatique, la guerre au Nord Kivu et la situation humanitaire ont poussé le président de la République à déployer une intense activité de pèlerins infatigables. En 7 mois, 5 sommets extraordinaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont été convoqués pour statuer sur la situation de guerre au pays. Il est toujours là à côté de ses pères chefs d'État, usant de sa dextérité pour que la voix de son pays soit entendue. Joseph Kabila a même pris langue à plusieurs reprises avec son homologue rwandais Paul Kagame, celui-là même le géniteur de la rébellion et dont les forces ont été retrouvées à côté des rebelles M23 lors de la prise de la ville de Goma, tel que l'a souligné le rapport des experts de l'ONU. Aussitôt est déclenché le balai diplomatique entre différents pays membres de la CIRGL. Concerné de plus près par la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, le Congo-Brazza n'a pas tardé de proposer ses bons offices. Le président Denis Sassou Nguesso, qui préalablement avait séjourné à Kigali et dialogué avec Paul Kagame, était invité par son homologue Joseph Kabila. La question a été scrutée à fond par ces 2 chefs d'État. Il en est de même de la rencontre avec le Tanzanien Chikaya Kikwete. Les efforts de Joseph Kabila pour le retour de la paix dans son pays ne se sont pas limités qu'au niveau de la CIRGL. Il les a étendus au niveau de la communauté des États de l'Afrique australe SADC. Ici également, il a participé aux sommets extraordinaires qui ont débouché sur la participation des pays membres au déploiement de la force internationale neutre en termes d'hommes, de troupes ou de logistique. Voilà pourquoi il a échangé avec le président Eduardo dos Santos, président en exercice de la SADC, non seulement sur la situation préoccupante du Nord Kivu, mais également sur la santé des relations bilatérales, les 2 pays ayant plusieurs intérêts communs. L'agressivité diplomatique porteuse de la RDC a fait en sorte que la question sécuritaire dans l'est du pays soit également saisie au niveau de l'Union africaine. Au cours de sa session ordinaire, la lumière a été établie. Et d'ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine, la Sud-africaine Nkosazana Zuma, ayant succédé cette même année au Gabonais Jean Ping, s'est entretenu avec Joseph Kabila en Éthiopie sur cette question.
Les frontières continentales ont également été dépassées par le président de la République pour éviter la partition, mieux le démembrement de son pays. Devant la tribune des Nations Unies à New York, Joseph Kabila a dénoncé l'attaque de son pays par les M23 avec l'appui des pays voisins. Le forum a donné lieu à l'organisation d'un sommet spécial sur la République démocratique du Congo qui a favorisé la rencontre entre Rwandais et Congolais avant que le président Paul Kagame sorte fâché de la salle de travaux. Au niveau des États-Unis d'Amérique, le Conseil spécial au département d'État américain pour la région des Grands Lacs avait lui aussi échangé avec le chef de l'État après sa rencontre avec les autorités rwandaises. Il avait demandé au Rwanda de cesser tout appui au M23. Cette intense activité diplomatique déployée en 2012 a porté ses fruits. Une force internationale neutre sera déployée à la frontière est de la RDC et l'agresseur du pays a été cité et enjoint de cesser son appui et son attaque en République démocratique du Congo. Sur le plan politique, la guerre qui sévit en RDC a poussé le président de la République à injecter davantage une dose de patriotisme et nationalisme aux Congolais. Il a entamé des échanges avec différents corps du pays pour obtenir leur adhésion à la cause commune. Joseph Kabila avait pour ainsi dire reçu à la Cité de l'Union africaine les sénateurs sous la conduite de leur président Léon Kengo-Wadondo. Ils ont été édifiés sur la situation des guerres, des pistes engagées pour y mettre fin et éviter la balkanisation de la RDC. Les députés nationaux de la majorité présidentielle ainsi que ceux de l'opposition politique à travers leur groupe parlementaire ont à la suite des sénateurs été en face du chef de l'État. Question d'être informés suffisamment, mettre de côté tout clivage et privilégier le patrimoine commun, la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a également associé à cette fête informative les responsables des médias nationaux. Victimes de la désinformation par les médias étrangers sur la situation des guerres, ils se sont abreuvés à la vraie source afin de privilégier l'objectivité tout en faisant vibrer la fibre patriotique comme cela se fait sous d'autres cieux. Une autre activité menée par le président Joseph Kabila dans le domaine politique est son discours prononcé devant le Congrès le 15 décembre 2012. Tout en citant l'agresseur du pays, il a appelé à la cohésion nationale. Sur le plan militaire, le commandant suprême de FARDC a présidé plusieurs réunions du Conseil supérieur de la défense, question de peaufiner des stratégies militaires pour dissuader l'ennemi. Dans le cadre de la restructuration de l'armée congolaise, il a lancé l'appel à l'enrôlement des jeunes. Et pour avoir été cité dans le rapport des experts de l'ONU sur la vente illicite d'armes de guerre, le chef de la force terrestre, le général Amissi, a été suspendu de ses fonctions et remplacé par le général Olenga. Au-delà de la guerre qui n'amenuise en rien l'élan de la reconstruction et de la restauration de l'image de la RDC, le pays a continué à bien se vendre en 2012. La RDC a abrité le 14e sommet de la francophonie du 12 au 14 octobre 2012. Une rencontre des pays ayant en partage la langue française et qui a permis à plus de 15 chefs d'État et des personnalités du monde francophone de défendre des valeurs de droits de l'homme, de démocratie et cogiter sur le devenir aussi bien de la langue que de toute la communauté. Les travaux, outre la promotion de l'aspect culturel, ont été sanctionnés par la déclaration de Kinshasa avec 2 résolutions sur la RDC et le Mali. La RDC a donc atteint en 2012, à travers le président Joseph Kabila Kabange, une visibilité dont seules les personnes frappées de cécité ne sauraient apercevoir. Toutefois, nonobstant la guerre, la détermination de Joseph Kabila est certes celle de hisser le pays au diapason des grands pays émergents grâce à un élan d'effort concerté. Voilà, donc vous avez suivi, M. Papi Tamba, cet élément de rétrospectif réalisé sur les actions du chef de l'État menées dans la recherche de la paix en 2012. Est-ce que vous avez d'abord un commentaire à faire par rapport à ce qui est dit? Non, attendez, un large commentaire. Vous savez, nous avons appris, même les Saintes Écritures nous le disent, que les grands hommes parlent par leurs œuvres. Là, nous voyons comment Joseph Kabila a passé au moins les 365 jours pendant 2012 sur les fonds diplomatiques par rapport à cette histoire qui nous a été imposée malheureusement depuis le mois de mars. C'est un Joseph Kabila qui a été à l'action. Et là, les faits parlent. Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai dit et il n'a pas besoin de les commenter ici. Les faits montrent clairement que les chefs de l'État ne ménagent aucun effort
il est au four et au moulin. Il va à la recherche de la paix, là où il peut la trouver pour son peuple. La situation que nous traversons, certes, on peut parler d'une date du 23 mars. Mais nous sommes 2012, mais nous sommes à la recherche de la paix dans la durée. Parce que nous savons que les vérités de cette situation-là remontent depuis plusieurs années. Et il fallait faire ce qu'il fait. Le Rwanda qui hier, après les génocides rwandais, qui étaient considérés comme étant une victime aux yeux de la communauté internationale, malgré tous les actes qu'il posait sur notre territoire, nous étions encore considérés aux yeux de la communauté internationale comme étant des bourreaux, ça veut dire des gens qui logent les FDLR, qui sont considérés comme étant des terroristes et qui ont provoqué les génocides rwandais. Le monde aujourd'hui, grâce à cette action diplomatique menée par les chefs de l'État, peut aujourd'hui clairement dire que la RDC est une victime du Rwanda. Vous savez, ça peut paraître anodin, mais quand nous connaissons les enjeux sur le plan international, tout international se vous dira que c'est du travail. Et c'est ce que le chef de l'État a fait pour le compte de son pays et de son peuple. Et là, il s'est engagé sur 3 fronts, le front diplomatique, politique et militaire. Aucun commentaire sur les 2 autres fronts, puisque vous avez parlé de la diplomatie. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler de ces réalisations, vous savez, ce sont 3 fronts distincts, mais au niveau des résultats, où je peux parler de la convergence de ces 3 fronts au niveau des résultats. Parce que le but de ces 3 fronts, c'est pour ramener la paix sur notre territoire, mais une paix dans la durée. Une paix qui doit avoir les premières bases et qui doit se construire. Je vous ai dit, vous savez, je me rappellerai toujours, 4 jours après la chute de Goma, mais la presse internationale avait bien montré la force des frappes de nos FARDC, qui avaient tué même, je pense, 104 éléments de ces M23. Ça, les gens l'ont oublié. Les gens pensent aujourd'hui que parce que Goma a été occupé, pour des raisons peut-être que nous pourrions expliquer, que notre armée n'est pas assez constituée, que notre armée c'est un passoire. Je dis non. Je dis seulement que nous devons de plus en plus consolider cette armée. Nous devons de plus en plus donner plus de moyens à cette armée pour que cette armée puisse encore faire un travail plus remarquable que le travail qu'il fait déjà. Mais cette armée, c'est celle-là qui fait qu'aujourd'hui, notre pays, si elle résiste, si notre pays plutôt résiste par rapport à un certain nombre de projets diaboliques qu'on a essayé d'entrevoir, je pense qu'il y a bien cette armée-là. Rappelez-vous au début de cette crise, quand on parlait encore du cas de désertion, quelqu'un comme Bosco Tangana avait défié cette armée. Bosco Tangana a tout simplement dit que ces gens-là savent où je suis, parlant du chef de l'État, ils connaissent ma position et ils donnent sa position. Il dit, s'ils veulent me déloger, ils n'ont qu'à venir où je suis. Cette armée aujourd'hui, que les gens veulent inciter, est allée là où Bosco Tangana disait être, mais Bosco Tangana a fui. Bosco Tangana a fui. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette armée est capable de beaucoup de choses. Il faut renforcer encore sa force de frappe en lui donnant plus de moyens. Nous ne devons pas être des défaitistes. Dans les 3 fronts, diplomatiques, militaires et politiques, sont en mouvement et continuent à être en mouvement pour que 2013, pour le peuple congolais, soit l'année des victoires. Voilà, vous parlez de l'année des victoires et le chef de l'État en a appelé ainsi à la cohésion nationale. Et cela se passera sous forme d'un forum, concertation ou quoi que ce soit. C'est à vous peut-être, vous connaissez mieux le format ou vous connaîtrez mieux le format qui sera utilisé. Est-ce que vous estimez que c'est une initiative qui portera nécessairement de fruits sur le plan interne, de la politique interne du pays? Sur le plan de la politique interne, avant de répondre à votre question, je commencerai par lancer un appel. La cohésion nationale ne doit pas être considérée comme étant un mot nouveau. Ce n'est pas un mot nouveau ni dans le vocabulaire, ni dans les vocables congolais, ni aussi dans la gestion de la crise de l'Est. Depuis le début de cette crise, permettez-moi de rappeler ici que je suis passé même ici dans votre émission, comme nous pouvons le dire ailleurs, la majorité présidentielle a une direction. La direction de la majorité, c'est la cohésion nationale. Nous disons à nos amis. Même si de temps en temps, vous ne faites pas montre de cette cohésion au sein de la majorité. Je ne sais pas en quoi faisant. Mais moi, je pense que par rapport à la gestion... aux dernières élections des gouverneurs de province. Voilà. Je referme la parenthèse. Là, je pense que vous évoquez un autre problème qui n'a absolument rien à voir avec ça. Et quand vous fermez la parenthèse, je ferme aussi la parenthèse pour poursuivre avec la première question. Je vous le concède. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je voulais seulement dire ceci.
c'est que notre discours est assez clair, que la cohésion nationale est plutôt quelque chose que nous devons souhaiter et même est d'ordre pour notre pays par rapport à la gestion de cette crise. Et nous devons rappeler ici que l'ennemi du peuple congolais par rapport à la crise de l'Est ne se trouve pas au palais de la nation. L'ennemi du peuple congolais n'est pas celui que les Congolais ont élu. Celui que les Congolais ont voté pour représenter les institutions. Ce n'est pas lui. Il n'est ni complice, et dans ses actes, comme les éléments ont pu le démontrer, il n'y a aucune autre trahison. L'ennemi doit rester celui qu'il est. Il doit être identifié. L'ennemi, c'est le Rwanda. Le Rwanda, qui aujourd'hui est clairement cité, non pas seulement par les Congolais, mais par tout le monde. L'ennemi, c'est le M23. Et l'ennemi, ce sont des gens qui font allégeance au M23. Donc maintenant, face à cet ennemi, qui doit être l'ennemi commun des Congolais, unissons-nous. Ces messages ne remontent pas à aujourd'hui. Nous demandons aux amis d'en face. Sauf que les amis d'en face ne doivent plus maintenant comprendre cette cohésion maintenant comme un cadre où ils viennent assouvir leur haine. L'appel à la cohésion nationale n'est pas un règlement de comptes. On ne règle des comptes à personne dans ces pays. On ne met pas sur la table des sujets qui n'ont rien à voir avec la crise à l'Est. Si les gens veulent mettre sur la table des sujets qui n'ont rien à voir avec la crise à l'Est, ils n'ont qu'à clarifier clairement les positions pour dire de quel bord ils sont ou avec qui ils sont. Hier, j'ai suivi une interview, peut-être vous l'avez suivi aussi, à partir d'une chaîne de radio de la diaspora, par téléphone. Roger Lumbala a tenu une interview d'environ 18 minutes 46 secondes, si j'ai bonne mémoire, où il n'a fait que condamner son pays et son régime. On va revenir à cette situation. Mais maintenant, puisque vous parlez déjà de Roger Lumbala, parlons maintenant pour parler de Kampala entre le M23 et le gouvernement à travers le ministre des Affaires étrangères qui a conduit la délégation. Donc, dans les avant-midi aujourd'hui, il y a eu, la médiation a reçu séparément le gouvernement et le M23. Mais le M23 conditionne la poursuite des pourparlers par la signature d'un cessez-le-feu. Comment vous interprétez-vous cette prise de position? C'est là où je dis que ça crée de l'énervement. L'énervement pour les Congolais. Nous avons un groupe criminel en face de nous qui occupe Goma et qui continue à occuper certains coins de la République. Ce groupe qui commet des sévices, qui commet des actes ignobles. Mais ce groupe nous dit au début que si nous les faisons, c'est parce que nous avons en face un gouvernement qui n'a pas respecté les accords du 23 mars 2009. Nous disons, franchement, parce qu'on ne les aurait pas respectés, éventuellement, comme ils le disent, ça justifiait qu'il puisse y avoir tous ces actes de barbarie. Bon, nous sommes des hommes d'honneur, nous promettons au monde entier, ainsi qu'au chef d'État au niveau de la région, nous allons les écouter pour évaluer. Ces groupes qui doivent venir évaluer avec nous les accords du 23 mars 2009, qui doit nous dire quel point qui fait désordre dans ces accords, parce que la voix de la RDC qui est portée par les ministres des Affaires étrangères est claire que nous avons respecté au moins 80% des accords. Ça, c'est la voix de la RDC. Il devait être dans une démarche de nous démontrer que nous ne les avons pas fait. Aujourd'hui, ce groupe nous amène dans une direction en nous faisant tout simplement croire que tout ce qu'ils ont fait sur notre peuple, sur notre territoire, qui aujourd'hui s'avère être sans raison, où nous voyons, dans le cadre de ces négociations, qu'il n'y a aucun grief qu'ils peuvent reprocher à ces accords du 23 mars 2009, ils veulent nous conduire à un cessez-le-feu à une autre direction. Mais ils ont eu des revendications additionnelles. Oui. Mais c'est très facile. Moi, j'essaie de voir les revendications par rapport à la gravité des actes commis sur notre territoire. Vous savez, M. Moulouba, vous êtes journaliste, hein? Vous ne pouvez que faire votre travail, mais ça ne vous enlève pas votre appartenance à la nation congolaise. Vous pouvez être journaliste et vous sentir concerné par la colère qui peut nous animer. Donc nous avons maintenant en face